Merci Vincent et bonjour. Peut-être que comme Bernard, je commencerai rapidement avec mon parcours personnel. Donc moi j'ai fait mes études en Belgique dans ce qu'on appelait la philologie romane, où on faisait un tas de langues, des littératures, etc. Mais la littérature africaine, bien sûr, n'existait pas dans ce cadre universitaire. Et donc j'étais au départ 19e, j'ai fait ma thèse sur le 19e siècle, et c'est seulement après, avec des changements de fonction, etc., que j'ai vraiment commencé à étudier les littératures africaines, qui m'ont toujours intéressé d'ailleurs. Alors, quand on regarde un peu, et bon, Bernard a vraiment déblayé le terrain, il ne me reste plus rien à dire, mais quand on regarde l'histoire des littératures africaines en français, d'expression française, qui existe depuis à peu près un siècle maintenant, souvent on fait un découpage en générations. Donc, première génération qui serait les précurseurs et la négritude. Ensuite, Bernard a parlé donc, de la génération de la lutte contre la colonisation qui a donc permis l'essor du roman réaliste, qui s'est transformé par après en désenchantement, donc la génération des Kuruma, de Hologen, etc. Et plus récemment, la migration, Bernard l'a mentionné aussi, qui a joué un rôle très important. Donc les écrivains qui sont très mobiles et le contenu des romans, parce qu'on parle surtout des romans, ça se passe partout dans le monde. Et plus récemment, je crois, là on parle vraiment de l'extrême contemporain, la question qui se pose, c'est un peu la conclusion de Bernard aussi, c'est comment un écrivain africain se situe dans le champ littéraire mondial. Alors, ça c'est un point de vue. Notre point de vue, c'est de voir cette évolution donc, comme une continuité. Et je renvoie en particulier à la notion de contre-littérature de Bernard Mouralis en 1975. Et donc pour lui, les littératures africaines, c'était le meilleur exemple de ce qu'il appelait les contre-littératures. Donc littérature comme système, comme institution, et donc c'est un peu un précurseur de Bourdieu. Littérature comme statut aussi, hein, donc certaines œuvres sont reconnues, d'autres se situent aux marges. Et donc les littératures africaines, pour lui, c'était le meilleur exemple de ces contre-littératures. Donc littérature négro-africaine, qui était là donc le terme à l'époque. Donc Bernard Mouralis dit la protestation contre la situation coloniale, la valorisation de la culture négro-africaine, la neutralisation des différents discours européens, donc caractérise indéniablement un processus de contre-littérature. Et beaucoup plus récemment, et là je saute 30 ans de critique littéraire africaine, Dominique Thomas a rédigé Noir d'encre, donc encre, colonialisme, immigration et identité au cœur de la littérature afro-française. Donc vous voyez déjà le changement de terme, donc, qui est une traduction de son livre Black France, et il explore les circonscriptions transnationales issues du colonialisme et de l'immigration, et l'émergence d'une littérature qu'il nomme afro-française. Et donc transcolonial, donc il y a la notion de transcolonialisme qui a été créée par Françoise Lyonnais et qui perçoit un foisonnement d'identité dans les mouvements historiques, géographiques, etc. Donc tout, et j'en reviens toujours à ce que Bernard a dit, donc tout se trouve tout se caractérise par une forme de métissage. Donc on a une sorte de tissu social et culturel hétérogène. Alors, plus particulièrement, les littératures francophones d'Afrique ont été influencées donc, par des dynamiques socio-culturelles, mais aussi par les développements de la critique littéraire. Et en particulier deux courants. Donc d'une part, tout ce qui est tous les courants postcoloniaux, hein, le postcolonialisme, et plus récemment, je crois aussi l'importance de la notion de littérature mondiale, Weltliteratur. Donc du côté des écrivains, on aperçoit cette mobilité qui a toujours existé. Donc Senghor, par exemple, est venu en France aussi, mais qui ne cesse de croître et de prendre des formes inédites. Donc ce que Jacques Chevrier a baptisé la migritude,
donc ne renvoie pas simplement à ce nomadisme généralisé, mais à l'inclusion de l'errance et de la recherche de soi, qui peut être, ou la recherche d'un chez-soi qui peut être multiple dans les œuvres littéraires. Et ce que l'on remarque aussi, c'est un jeu intertextuel dans ces romans, plus seulement avec la production romanesque, bon, au départ bien sûr avec les littératures françaises, mais de plus en plus avec le canon littéraire africain et avec la littérature mondiale, et donc, mais aussi une sorte de jeu intertextuel avec la critique littéraire elle-même. Et donc les écrivains, ils sont invités à des colloques, ils sont interviewés par des chercheurs, ils offrent des séminaires, et certains des écrivains comme Nabankou ou Abéry sont professeurs à l'université, donc ils enseignent cette littérature qu'ils pratiquent en même temps. Et donc le discours critique est de plus en plus intégré dans l'œuvre même d'un tas d'écrivains. Alors c'est dans ce contexte que je propose de parler de 3 ruptures, que je mets entre guillemets, dans les littératures africaines d'expression française. Donc quand on reprend par exemple les années 50-60, le roman était d'inspiration réaliste, parlait de l'Afrique et de la génération présente, mais de plus en plus on voit donc donc on part vers d'autres espaces, donc une rupture géographique, vers d'autres époques, une rupture historique, et aussi un renouvellement du genre du roman, donc une rupture générique. Alors brièvement, je vais parler de ces 3 ruptures. Donc la rupture géographique, donc le roman africain parlait, ou au moins jusqu'aux années 50, uniquement de l'Afrique. Et les premiers sorties de l'Afrique, et Bernard l'a mentionné aussi, c'était avec l'émigration. Donc, je vais mentionner les boucles de Schreiby, le Docker noir, Un nègre à Paris, donc je ne reviens pas là-dessus. Mais donc, cette migration se trouve dans une situation de conflit, souvent, et qui est peut-être le mieux représentée dans l'aventure ambiguë de Cheikh Amadou Kané, publiée juste après les indépendances. Mais après, l'horizon continue à s'élargir. Donc, ainsi, une résidence d'écrivain ou une invitation, et donc là on peut donner par exemple, on peut donner l'exemple de Monenembo, qui est allé au Brésil ou à La Havane, a permis la rédaction d'un roman qui se déroule dans le lieu où l'écrivain a été invité. Alors dans d'autres romans, le contexte géographique est plus flou, et donc là j'ai aussi l'exemple de Sami Chak. Bon, Les filles de Mexico, bien sûr, ça se déroule en Mexique, mais il a une trilogie aussi sud-américaine. Mais bon, la toponymie, etc., sont tous des noms espagnols, mais ça aurait tout aussi bien pu être une métropole africaine, donc la misère dans les quartiers. Et cette même indétermination existait déjà dans un roman, par exemple, de l'auteur marocain Mohamed Dib, Neige de marbre, en 1990, et le paysage nordique est simplement une toile de fond pour l'histoire d'un jeu. C'est une trilogie. Donc, que ce soit dans sa précision, comme chez Monenembo, ou dans son absence même, on peut dire que l'horizon s'élargit. La rupture historique, donc un auteur africain des premières générations parlait de sa période, la période contemporaine, donc le moment où il écrit, donc le Hikenlung. Mais lentement, donc, on voit des récits qui remontent vers leur propre enfance et vers l'enfance de leurs parents, et pas toujours des récits autobiographiques, comme L'Enfant Noir. Et donc, par exemple, Amadou Hampâté Bâ, dans L'étrange destin de Wangrin, retrace de façon romancée la vie d'un ancien interprète et écrivain public, né vers 1880. Cette même année de 1880 est le début du récit Les Cancrelats de Tchikaya Utamsi. Le retour peut aussi prendre comme point de départ les héros des grands royaumes et empires des périodes précoloniales, donc autour de Sundiata, etc. Et ce genre épique a été utilisé par des auteurs par la suite, pas toujours pour les mêmes raisons, mais souvent on y voit des éléments
ironiques. Donc il y a le Monnaie, outrage et défi de Kuruma, il y a bien sûr Devoir de violence de Wologem, ou encore Peul de Monenembo. Et donc l'exploration de ce passé permet de mieux finalement appréhender le passé. Alors un exemple récent d'un livre que je viens de lire, de cette rupture, disons, historique, est le dernier roman d'Emmanuel Dongala, La sonate à Bridge Tower, qui suit donc les traces à Paris, à Londres, à Vienne, de George Bridgetower, qui était un musicien, violoniste prodigue, mais qui a été complètement oublié de l'histoire. Donc la sonate à Kreutzer de Beethoven aurait dû s'appeler la sonate à Bridgetower. Mais donc ce personnage était le fils d'une Polonaise et d'un résident des Caraïbes, de la Barbade, et donc dérobé de toute notoriété. Et donc pour Dongala, c'est l'occasion finalement de montrer tout son talent. Et donc Dongala, on le connaît aussi, bon, il a aussi écrit sur les enfants soldats, mais donc il est aussi connu pour Jazz et Vin de Palme, un recueil de nouvelles, certaines nouvelles en Afrique, mais d'autres qui se déroulaient aux États-Unis. Et donc ce texte, bon, qu'il faut absolument lire, il y a un intertexte riche, donc avec par exemple la sonate de Beethoven, donc il y a tout ce jeu-là, avec un recueil de poèmes d'une américaine, et donc c'est un exemple finalement typique de cette littérature africaine actuelle. En plus, c'est écrit dans une langue qui imite la langue du XVIIIe siècle. Donc oui, c'est un très bon exemple, pas seulement historique, mais aussi géographique, puisque c'est Londres, Vienne, Paris, et générique. Et donc ça, c'est la troisième rupture dont je vais vous parler maintenant. Alors le roman, bien sûr, comme vous savez, c'est un genre qui est historiquement peu codifié, qui a beaucoup évolué depuis le XIXe siècle, mais les premiers romans africains vont plutôt suivre d'assez près les modèles de ceux qu'ils ont lus à l'école, donc le roman réaliste, voire naturaliste du XIXe siècle, donc de Balzac à Zola, Maupassant, etc. Mais bon, chaque écrivain, et bon, certains critiques vont souligner cela, est au départ un traducteur. On n'écrit pas comme on parle. Même si on est un auteur français, on ne va pas écrire comme on parle le français. Donc, chaque auteur va interpréter sa propre langue et en faire un langage littéraire. Et l'écriture est aussi une imitation d'une littérature existante, mais les traces de la voix originale est toujours présente. Alors pour l'auteur africain, ça se complique un peu parce qu'il est souvent polyglotte. Alors la trace, ce sont le français, qui est souvent la langue de l'école, la langue maternelle ou les langues maternelles. Et donc la rupture se fait ici au moment où l'auteur va assumer cette parole ancestrale et l'utiliser comme artifice littéraire. Et donc on a souvent mentionné, quand on parle des Soleils des Indépendances de Kuruma, le processus de malinquisition. J'ai besoin d'un café là. Bon, en entendant le vote des bêtes sauvages de Kuruma, c'est un très bon exemple aussi, donc où c'est la parole du chasseur, durant des veillées. Donc, inspiration des littératures orales africaines. Un autre exemple aussi est de Madagascar. Bon, Madagascar qui est souvent un peu vu comme différent du reste de l'Afrique. Donc, par exemple, chez Jean-Luc Rairaman, dans le roman Za, il va utiliser ce qu'on appelle le kabari à Madagascar, qui est une sorte de joute oratoire. Et donc, au début, on présente ses excuses. Donc, au roman aussi, il va s'excuser d'abord de prendre la parole, et ainsi de suite. Donc, il y a ce côté-là, donc ce retour aux sources. Un autre aspect de cette rupture générique est l'utilisation de genres littéraires occidentaux particuliers. Et en premier lieu, bien sûr, le roman policier, le polar. Et les raisons sont multiples. Bon, le roman africain a toujours été un roman à intrigue, et donc le pas vers le polar n'est pas très grand. Ensuite, bon, le polar est une façon finalement de
donc par une enquête, finalement, de ne pas simplement faire une enquête sur un cas spécifique, mais surtout sur une vie urbaine dépravée dans les métropoles africaines. Et donc critiquer par la même occasion donc les autorités. Avec une grande différence parce que le détective dans le roman, par exemple, chez Agatha Christie, il utilise finalement la raison, une façon cartésienne de voir la situation, alors que souvent dans la situation africaine, il faut utiliser la magie et le rapport aux ancêtres et tout cela, qui joue un rôle dans l'élucidation du crime. Bon, je passe sur les écrivains. Il y en a qui se sont spécialisés dans le genre. D'autres écrivains comme, par exemple, Mongo Betty. Ces deux derniers romans ne sont pas des vrais polars, mais le point de départ, c'est le vol de cassettes de musique. Mais donc, on va utiliser ce genre. Alors, je ne sais pas s'il me reste encore 2-3 minutes. Oui, d'accord. Alors, je voudrais juste donner un petit exemple d'un roman contemporain qui illustre parfaitement ces trois ruptures, me semble. Et il s'agit du Terroriste noir de Tierno Monenembo, paru en 2012. Bon, il s'agit de l'histoire d'un Africain, donc de Adiba, qui était un tirailleur sénégalais, comme on dit, donc qui a participé à la défaite de 1940, et puis qui est devenu le chef du premier maquis dans la zone d'occupation allemande. Il s'est fait arrêter, il a été torturé, il a été exécuté par la suite. Alors, d'un point de vue historique et géographique, donc l'histoire de ceux qu'on nommait donc les tirailleurs sénégalais fait partie d'un patrimoine collectif, et ce n'est donc pas un ailleurs comme Cuba ou l'Amérique du Sud ou le Grand Nord. Mais ce n'est qu'assez récemment que cette période, ou surtout le rôle des Africains dans cette période, est entré dans les productions culturelles, donc les films, la littérature, donc on pense par exemple à Indigène. Mais la particularité de ce roman, c'est que la parole est donnée à une vieille française qui se rappelle, donc 60 ans après les événements, la venue du tirailleur dans son village, et qui va raconter cela aux petits-neveux de ce tirailleur qui sont venus en France pour la Croix d'honneur, qui a donc été remis à titre posthume à Adiba. Et donc, plus que l'histoire d'Adiba, grâce à cette voix, parce que Adiba est longuement absent dans ce roman, il y a des pages et des pages, il n'est pas là, mais donc on va plutôt parler d'un village sous l'occupation, et qui est encore aggravé par une querelle ancestrale entre deux familles françaises. Donc il décrit plus la France profonde que l'Afrique, et donc Adiba ne serait qu'un déclencheur. Et donc c'est le même cas pour Bridgetower que j'ai mentionné plus tôt. Donc Bridgetower, Adiba, ce sont des personnages dont on sait très peu, et donc ce qui permet bien sûr à l'écrivain de créer un imaginaire. Et donc aussi il utilise le patois régional des Vosges qu'il a étudié, et dans un discours qui est délibérément décousu et oral. Ok, je termine avec une ou deux phrases. Donc ce parcours que je vous ai présenté va, je crois, montrer l'autonomisation de la littérature africaine et du coup son inclusion dans la littérature mondiale. Donc j'arrive à peu près aux mêmes conclusions. Donc, comme par exemple la littérature latino-américaine dans les années 50, je crois que les littératures africaines en ce moment vraiment s'intègrent dans la littérature mondiale. Et donc les ruptures seraient plutôt une série d'adhésions, donc à la langue originelle de chaque écrivain et à la littérature mondiale. Je vous remercie.